Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 mai 2019 et c'est l'épisode 150 de Lifetile. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en audio sur podcast.lifetile.fr ou nous suivre en vidéo sur youtube.lifetile.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver tout simplement sur le site lifetile.fr, vous aurez toutes les informations pour nous retrouver sur toutes les manières possibles. Allez, sans plus attendre, je vais accueillir mes deux camarades qui attendent à côté de moi. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Christophe qui nous arrive du nord de la France. Salut Christophe. Bonjour, en fait on est beaucoup du Nord, mais oui c'était la 150e, il fallait que je vienne. C'est ça, pas trop le choix. Et à côté de toi Christophe, nous avons l'ami Flobo qui est là sur la région lilloise. Salut. Tu vas bien toi ? Ça va. Bon, avec un magnifique soleil nordique. Je voulais vous rappeler juste que vous pouviez nous retrouver pour échanger avec nous sur le Slack de manière plus régulière. Pour ça, tout simplement, vous écrivez un petit mail à contact@lifetile.fr et nous, on vous envoie une invitation au mail avec lequel vous nous avez écrit. Voilà. Allez, on va attaquer tout simplement avec le premier dossier, un dossier un petit peu habituel. Alors, ce dossier, Flobo, Christophe, vous le connaissez, c'est le nouveau navigateur de Microsoft, c'est le dossier Edge. Alors, est-ce que Flobo, tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'univers de Edge, enfin cette semaine ? Eh bien, ces derniers jours, il y a eu un petit début de polémique suite à quelques soucis à nouveau entre Microsoft et Google. Donc, c'est pas la première fois. Mais l'un des grands avantages qu'il y avait eu à adopter le moteur de Chrome pour le nouveau Edge, c'était la compatibilité avec évidemment tous les sites qui sont prévus pour Chromium, le moteur de Edge, puisque maintenant, faut pas se mentir, la majorité du web est prévue pour ça et il y a beaucoup de sites et de services qui ne supportent pas les moteurs alternatifs. Alors, parmi cela, il y a pas mal de services Google. Et en passant à Chromium, le nouveau Edge supportait parfaitement les services Google, tous les services Google, là, il n'y avait aucun souci. Il fonctionnait exactement comme Chrome. Et malheureusement, c'est plus complètement le cas. Il y a eu Google, j'ai un trou, c'est leur service de messagerie, le nouveau Google. Google Meets. Voilà, qui maintenant envoie un message d'erreur en disant que ce navigateur n'est plus pris en charge et qu'il nous propose d'upgrader vers Chrome, qui est un navigateur pris en charge. Et il y a eu un peu moins violent pour Google Docs, un petit bandeau qui dit que ce navigateur n'est pas supporté et qui nous propose de passer sur Chrome, mais il ne nous empêche pas d'utiliser le service. C'est juste un petit, là c'est juste un bandeau, ça ne bloque pas complètement. D'accord. Donc, évidemment, vous imaginez bien, il y a eu un beau début de polémique suite à ça. Bon, Google a fait une petite annonce comme quoi c'était parce que Edge était encore en bêta et que pour l'instant c'était pas encore supporté, mais qu'ils le feront à terme. Microsoft n'a pas vraiment fait de commentaires là-dessus. Ils ont signé. Bon, je pense qu'ils n'avaient pas voulu lancer tout de suite une guerre alors que le peut-être pas mettre trop d'huile sur le feu directement. Voilà. Le navigateur n'est même pas encore sorti, c'est peut-être pas encore le moment de partir à la guerre. Sortir les dents, ouais. Voilà. Bon. Sachant que Google dit ça, mais d'un autre côté, si on prend la version bêta de Chrome, Google Chrome Canary, celui-là il fonctionne parfaitement avec tous les services, donc l'excuse est un petit peu, quand même parfois un peu tirée. Oui, elle est un peu fumeuse. Après, bon, ça peut toujours passer éventuellement. Mais donc, Google a fait cette annonce comme quoi, quand ce sera sorti, normalement, ils feront un support meilleur pour le nouveau Edge. Donc bon, on verra bien à ce moment-là. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reste en bêta. On verra s'ils tiennent parole ou pas. Oui. En attendant, on peut quand même utiliser les services Google sans aucun souci en changeant l'user agent. Donc l'user agent, c'est comment le navigateur... C'est la carte d'identité du navigateur. Voilà. Chaque navigateur qui se connecte à un site, il lui dit qui il est. En gros, ça ressemble à... De nos jours, ça ressemble à je suis
je suis Edge, je fonctionne comme Chrome, qui fonctionne comme Safari, qui fonctionne comme Firefox, qui fonctionne comme IE, qui fonctionne comme Netscape 5 de 1995. C'est à peu près ça. Un peu abusé. C'est un peu le bazar. Un peu le bordel, l'user agent de nos jours. Mais en gros, de nos jours, en remplaçant l'user agent de Edge par celui de Chrome, les services Google fonctionnent totalement à nouveau. Donc, ça montre bien que c'est un blocage par user agent. Il y aurait d'autres services Google qui, eux, fonctionneraient avec une liste blanche, j'ai lu. Alors, eux, ils bloqueraient tous les navigateurs par défaut, sauf ceux clairement autorisés. Et donc, ce serait pour ça que certains autres services Google ne fonctionnent pas pour l'instant avec Edge, même si j'ai vu des gens qui disaient que c'était pas vraiment ça, parce qu'en changeant les grosso modo, c'est une grosse polémique et on n'a pas d'informations précises et vérifiées. Non, par contre, il y a quelqu'un de Microsoft qui a posté quelque chose sur Twitter cet après-midi. Je sais pas si tu vois. Bon, c'était pas bien grave. Hein. Le mec, il disait qu'il avait l'impression que c'était Google qui bloquait après, mais bon, il parlait pas. Sincèrement, ils vont s'envoyer des bâtons dans les roues. Il faut pas. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît logique, non? Oui, mais ça serait quand même relativement bête que Microsoft utilise le même moteur que Chromium, et un navigateur qui ne soit pas compatible, alors que c'est le même moteur derrière, donc c'est vraiment une connerie. Et en plus, il semblerait, d'après ce que j'avais lu, moi, que Microsoft avait légèrement changé le user agent de sa version de Edge. Et donc, c'est ça qui aurait provoqué le problème d'incompatibilité. Alors que jusque-là, tout fonctionnait. Il y a eu plein d'explications. Pour moi, c'est du pipeau. Hein. Non, mais c'est du pipeau. Regarde, depuis le début, Edge, au départ, tu devais aussi changer d'agent, de user agent. Oui. Mais de toute façon, c'est du pipeau. Oui, non, mais c'est clairement une manière de faire chier Microsoft. Bloquer les user agents, c'est des conneries. Le web, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Enfin, c'est contre le principe de base. Oui, mais quand j'ai discuté avec Davrous, il m'a dit il y aura des guerres maintenant. Ouais. J'avais lu, moi je connais pas grand chose, mais j'avais lu également qu'au passage, Microsoft avait lâché son moteur JavaScript qui était assez. Chakra, qui était quand même assez populaire apparemment. Et qu'il y a des gens qui disaient que c'était dommage de laisser tomber le moteur pour passer sur celui de Google également et qu'ils espéraient peut-être qu'il serait un peu sauvé ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu avais entendu parler. Pourquoi il ne mettrait pas en open source? Pardon? Pourquoi ne le mettrait-il pas en open source? Bah oui, c'est à ça que je pensais, vu que tu parlais d'open source, je me dis que ce serait peut-être l'occasion également de tenter de faire quelque chose de ce niveau-là. Bah, moi je me dis, quand tu arrêtes un code source d'un truc, autant le mettre en open source. Quoi. Ouais. Ok. Bon. Merci à tous les deux pour cette partie. On va rester sur Edge, sur Edgeium. Oui, bien sûr, j'enregistre. Et je vous propose de parler du module de vérification. Alors, du module de vérification de l'écriture, d'orthographe. Tout simplement, il y a pas mal de navigateurs qui ont cette petite option. Vous pouvez taper un mot et vérifier l'écriture orthographique de votre mot. Edgeium le propose pour les versions Canary uniquement, et encore pour certains, c'est du AB. Donc certainement, d'autres ne l'ont pas. Et toi, Florian, voilà, tu ne l'as pas en version Canary. Non, et c'est assez dommage. Par contre, pour ceux qui... Tu l'as, toi ? Non, moi je suis en dev édition. D'accord, parce que je me demande si ça supporte plusieurs langues à la fois, parce que c'est un truc pour lequel j'utilise assez régulièrement Firefox, parce que je sais que si tu tapes un email parfois en plusieurs langues, et ben souvent je vais sur la version web avec Firefox, parce que je sais qu'il va pouvoir vérifier deux langues à la fois. Tu vois, c'est un truc tout bête, hein, mais les applications Outlook ne savent pas le faire. C'est l'un ou l'autre. Moi, je t'avoue, je ne suis pas du tout gêné par cette absence de fonctionnalité. C'est vraiment un truc que je n'utilise pas. Mais si tu n'en sers pas, c'est certain, mais c'est toujours... Non. Je vous propose de continuer. On va rester dans les langues. Alors, peut-être quand même quelque chose qui pourra pas forcément toi t'intéresser, Florian, mais moi qui m'intéresse plutôt pas mal, c'est que dans Edgeium, vous allez avoir la possibilité, alors c'est arrivé pour certains insiders en version Canary encore, ça va être la possibilité de traduire automatiquement les pages lorsqu'elles ne sont pas dans votre langue, dans les langues que vous définissez comme langue que vous savez lire. Donc, si vous définissez uniquement le français comme page web de votre navigateur, dès que ce n'est pas en français, normalement, Edgeium va pouvoir vous le traduire, vous proposer une traduction de cette page en français. Alors, avec tous les défauts de traduction qu'il peut y avoir, mais je trouve ça assez pas mal. Alors, c'est activé dans les paramètres, dans le module langue des paramètres, tout simplement, et c'est encore uniquement disponible pour les Canaries. Et pour les Canaries en version AB encore, on a deux versions, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Moi, toi, tu l'as eu, Florian, dès le début quasiment. J'ai eu avec la première version, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs quasiment personne ne l'avait. Il y avait quelques personnes sur Twitter qui disaient qu'ils l'avaient, on ne sait pas trop pourquoi. Et
Le seul petit défaut pour l'instant, et encore c'est parce que j'ai envie de trouver un défaut, c'est que c'est assez mal fichu le truc. Il faut toujours aller dans les paramètres pour configurer ses langues. Enfin, si on a plusieurs langues, c'est encore le même problème. C'est par exemple, tu vois, au début, moi, il voulait toujours me faire traduire l'anglais, le français en anglais, Oui. parce que vu que je suis mon Windows en anglais. Et tu sais, il y avait un bouton toujours traduire les phrases en français, mais moi je voulais le bouton de jamais traduire. Il n'y en avait pas, tu vois. Il a fallu chercher des options pour ajouter le français comme langue que je connais quelque part, pour qu'il arrête de me proposer. Et bon, c'est mineur, hein, mais c'est juste que je trouve que lui est un peu mal pensé à ce niveau-là. Mais bon, on est en Après, bêta. peut-être que les retours des insiders vont Voilà. servir à améliorer cette UI, justement. On est en bêta. Oui, on est en bêta, justement, on est là pour ça. Ok, Christophe, toi, c'est quelque chose que tu utilises, ça, ou pas du tout les langues dans Edgeium? Non, en fait, je passe par deepl.com la plupart du temps et je sélectionne le texte que je veux traduire. Mais auparavant, je me souviens qu'il y avait le Bing traducteur, là, il marchait très très bien tout au début. Et après, il est tombé en couille. Et du coup, j'ai laissé tomber. Mais sinon, de souvenir, c'était juste l'extension. Et après, je sais pas, il a merdé. Il a fallu la désinstaller, la réinstaller. Et j'ai laissé tomber. D'accord. Je me suis dit, autant apprendre l'anglais, quoi. C'est ça, t'as raison. C'est encore plus simple. Ok, allez, on va continuer. Dernière partie sur ce dossier Edge. Je ne sais pas si vous l'utilisez, on en a parlé il y a quelques épisodes, il y a 5-6 épisodes. Edge vous propose de créer des applications à partir des sites web que vous visitez. Donc, ce sont les web apps. Ça vous permet de créer des web apps très simplement. Donc, par exemple, vous allez sur le site lifetile.fr, vous faites un clic dans le menu, je ne sais plus quel menu c'est de tête. Hop. Vous cliquez sur les trois petits points et puis vous appuyez sur Apps et puis vous installez, vous cliquez sur Install et puis il vous met le nom du site et ça vous permet d'avoir une application avec le site web. Donc c'est embarqué, c'est directement chargé puis ça doit mettre en cache une partie des pages. Et moi je trouve ça très pratique, je le fais pour certains sites, vraiment ça permet de gagner du temps. Et avant, si vous cherchiez vos applications créées de cette manière, il fallait les chercher alors dans un dossier qui s'appelait Edge DevApps ou Edge Canary Apps, selon que vous étiez dans le canal Canary ou le canal Dev. Et maintenant, tout simplement, dans les nouvelles versions de Edge, vous allez avoir vos applications qui sont à la lettre. Par exemple, Lifetile, vous l'aurez dans les lettres L du menu démarrer de Windows. Moi, par exemple, j'ai le site Strava. Là, il est dans la partie Edge DevApps. Eh bien, il va se retrouver dans la partie S pour Strava. Voilà, ce qui sera beaucoup plus logique. Je ne connaissais pas. On en a parlé il y a quelques épisodes et moi j'ai trouvé ça génial, quoi. Ah mais je le trouve ça, je suis alors d'avis avec toi, mais c'est super ce truc. Oui, moi même notre Slack, je l'utilise comme ça maintenant. J'ai une app Edge qui a donc une extension qui le met en thème dark parce que Slack ne veut pas faire d'extension de mode dark officiel pour une raison inconnue. Putain, je suis bluffé. Mais je trouve ça vraiment super pratique. Par contre, moi, je sais pas ça, je suis sur la dernière version, tout est encore dans Edge Canary Apps, alors je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était encore pas pour tout le monde. Ah, je kiffe. Ouais. Mais alors, si tu l'as pas, peut-être que c'est dans la prochaine version qui arrive, mais vraiment, ils ont communiqué là-dessus il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je crois. En tout cas, mais c'était déjà faisable à la main puisque c'était un vieux dossier de menu démarrer comme il y a depuis 20 ans. Donc si les gens voulaient déplacer leurs apps, ils pouvaient déjà les modifier. Oui, mais c'est bien que ce soit fait de manière native, je pense. Oui, voilà. Et alors, en fait, j'avais un raccourci, j'ai arrêté Edge normal et pour Edgeium. Et en fait, j'avais un raccourci dans ma barre de tâches d'un site web, mon site web, pour l'ouvrir et vérifier. Et il ne marchait pas avec le nouveau Edge. Tu sais, l'ancien raccourci ouvrait mon Edgeium, mais vide. Oui. Et voilà, là, c'est parfait. Puis c'est vachement bien, quoi. Putain. Bon, enfin bref, voilà. Écoute, très très bien. Comme ça, au moins, tu as trouvé une utilité à Edgeium. Allez, je vous propose de quitter Edgeium et de passer aux news et rumeurs. Alors, pour commencer, une news très rapide, on ne va pas s'appesantir là-dessus. C'est Kaspersky, le labo Kaspersky, l'analyse de virus, qui a signalé que Microsoft Office était la porte d'entrée préférée des pirates, que ça représentait plus de 70% des attaques sur lesquelles ils avaient travaillé. Et donc, ce qu'ils conseillent tout simplement, c'est de bien garder à jour ces logiciels et de faire attention aux fichiers que l'on ouvre. Donc,
Il conseille de scanner les fichiers avant de les ouvrir, donc ça prend quelques secondes de plus, un petit clic droit, analyser avec votre antivirus préféré, et peut-être ça vous permettra d'éviter d'attraper une saleté sur votre machine. Donc je ne sais pas si vous le faites ou si vous faites confiance à tout le monde. Christophe Vous avez et quoi Florian. comme antivirus, vous? Celui de Microsoft pour ma part. D'accord. Et toi, Flobo? Ouais, Defender aussi. J'ai jamais utilisé d'antivirus. On est bien d'accord. Defender, C'est ce que je dis à moi, mon père qui se chope des conneries, pourtant il fait attention, je regarde et tout, mais j'ai pas d'antivirus. Moi, depuis, je crois, avant Windows 10, j'ai toujours utilisé Windows Defender. Et alors, soit je suis parano, soit j'ai de la chance. Non, mais bon, après, on est juste intelligent, quoi. On lit pas, on n'est pas con. Si on nous envoie 10 000 €, on va pas le faire. Ouais. Non, mais c'est ça aussi. Après, il faut se méfier. Les virus vont être de plus en plus. Enfin, les hackers vont être de plus en plus malins. Bien sûr, bien sûr. Ok, bah allez, moi je vous propose de continuer, d'enchaîner. Alors, cette fois-ci, on va parler de OneNote qui gagne quelques fonctionnalités qui arrivent pour la majorité de l'application lourde, du client lourd en application Win32. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans dans les nouveautés? La première chose, alors ça vient d'un message qu'un PM de OneNote a annoncé sur Twitter. On a le nouveau logo blanc, là, et ça, vous le savez, c'est arrivé depuis hier pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous allez pouvoir, dans l'application OneNote, créer des squelettes de pages et les enregistrer en tant que modèle. Alors ça, je vous le disais, ça existait déjà dans la version lourde de OneNote, mais cette fois-ci, vous pouvez créer ces modèles directement dans l'application et les réutiliser automatiquement dans votre section. C'est-à-dire que si dans ma section, je ne sais pas, Lifestyle, je crée un modèle, chaque fois que je vais créer une nouvelle page dans cette section Lifestyle, elle va récupérer ce modèle, donc au niveau de l'architecture. Très bien. Voilà, ça je trouve ça très pratique. Moi par exemple pour la classe, j'ai des sections dans lesquelles j'ai tout le temps le même fonctionnement. Donc mon modèle est basé sur un type de page et puis j'ai juste à rappeler, je fais une nouvelle page et pouf, j'ai tout qui arrive. J'ai pas besoin d'aller copier ma page et la coller. Comme ça, c'est direct. La nouvelle possibilité qui arrive, c'est celle de réarranger les pages d'une section. C'est pas très sexy comme fonctionnalité, mais peut-être que ça peut être utile pour certains utilisateurs. Dans l'application lourde, vous pouviez trier les pages selon différents paramètres. Dans l'application OneNote, vous ne pouvez pas trier les pages. Donc, vous êtes obligé à la main de déplacer les pages, de les monter, les descendre. Et là, maintenant, alors il y a ce petit module, on ne sait pas ce qu'il va avoir dedans, parce que c'est juste un petit teasing du PM de chez OneNote, mais normalement, je pense qu'on va pouvoir trier par date, par nom, que sais-je. On devrait avoir ce type de fonctionnalité qui devrait arriver assez rapidement. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est des fonctionnalités que vous attendez ou que vous utilisez. Non, je n'utilise pas assez OneNote pour utiliser des fonctionnalités comme ça. Après, ça peut toujours être sympa. Hein, et je pense qu'honnêtement, à force d'ajouter des petits trucs par-ci par-là, ils doivent être vraiment bien au-delà de la concurrence. Non, j'ai jamais vraiment comparé par rapport au... Moi, enfin, il y a un truc que je trouve qui manque à OneNote, c'est la possibilité de partager une page et uniquement une page. Ah oui. Parce que pour l'instant, tu es obligé de partager un classeur où tu veux exporter une page et partager ce que tu as exporté, mais tu es obligé de copier une partie finalement. Alors que des fois, tu aimerais juste partager une page. Ouais, je suis d'accord. Un partage qui soit en lecture et ou modification avec certains droits en partage, ça serait vraiment un petit plus. Mais c'est vrai que il est super. Un OneNote, moi, je l'utilise depuis maintenant quelques temps et c'est super, super. Ok. Allez, je vous propose d'enchaîner, de quitter OneNote, de rester à Seattle, cette fois pour la build. Alors, on a eu quelques infos sur le programme de la build qui a lieu, si je ne dis pas de bêtises, les 6, 7 et 8 mai de cette année, donc dans quelques jours à Seattle. On pouvait s'attendre à des annonces pour des choses plutôt grand public. J'entends par exemple Windows Lite, le nouveau Windows qui pourra arriver, le projet Andromeda, est-ce qu'il existe encore, des petites choses comme ça. Et il semblerait, a priori, que tout ceci se soit aux oubliettes, donc on ne devrait pas en entendre parler, à moins que ce soit dans la présentation de M. Nadella, le CEO de Microsoft. Donc je ne sais pas si vous avez des attentes particulières par rapport à Build. Toi, Christophe, qui est développeur, est-ce qu'il y a des choses encore sur lesquelles tu aimerais qu'il y ait de la communication? Non, bah, je pense que non, je m'en fiche pas, mais je pense que il se réserve un petit peu là. L'information disait plutôt que il y a des sujets qu'ils ne veulent pas aborder, peut-être justement pour garder la surprise, mais je m'attends pas. Non, Andromeda, je m'attends à rien du tout, absolument rien. Oui, non, mais Andromeda, oui. C'était une blague, je pense que tu disais. Moi, j'y crois plus à Andromeda du tout, donc. Non, mais moi non plus. Windows Core, pourquoi pas? Non, après, je pense que à chaque build, il y a eu des trucs super intéressants.
Après, il y a eu des prototypes, tu l'as dit dans le dernier Lifestyle, concernant les cards. C'était pas les cards, c'était les. Non, Enfin, bref. c'était sets. Les sets. Et alors, tu vois, ça, c'est un gros regret parce que moi, j'utilise une application qui me permet d'avoir, et c'est indispensable pour moi maintenant, je ne sais plus faire sans, c'est des onglets pour mon explorateur de fichiers. Au lieu d'avoir plein de fenêtres de mes fenêtres d'explorateur de fichiers, l'arborescence qui est à gauche, ça ne me convient pas. Donc, moi, j'ai des onglets avec autant d'explorateurs de fichiers. Et c'est indispensable. Alors, soit il y avait Commander, qui était une ancienne application qui existait sur Amiga, en tout cas, qui existe toujours et qui est toujours développée, qui est exactement bien, qu'on peut installer, ou là, je préfère quand même. J'aime bien les trucs natifs, t'as beau dire. Hein. Mais Cassim l'a souligné la dernière fois. Voilà, ça c'est un regret, mais la plupart du temps, dans les builds, ils nous présentaient des choses qui ont tenu. Tu as cité, je crois pas, j'ai pas entendu, mais la Surface Hub, HoloLens, tout ça, c'était quand même des gros trucs. Le Surface Book 2, les HoloLens, ouais. Bon, c'est fait pour développeurs hein, au départ, oui, mais sûr. Moi je m'attends plutôt à une surprise, un truc intéressant qui arrive comme ça, j'espère. Ils peuvent pas le louper la build pour moi. D'accord. Ils vont pas la louper, donc bon. Ok. Je suis assez content. Ok. Florian, toi, tu as des attentes par rapport à build ou tu attends juste d'avoir la surprise Non, j'attends de voir, honnêtement. Non, on contrôle le nombre d'Empower dans le Keynote, c'est tout, à peu près comme d'habitude. Ok, allez, ça marche. N'empêche attends, je finis un truc. N'empêche que ils auraient pu garder le HoloLens 2 pour la build finalement. Ouais, mais ça leur a permis d'avoir un petit peu de visibilité. Peut-être qu'on aura d'autres informations qui vont arriver à build. Ou alors c'est qu'ils ont vraiment un super truc. Peut-être. Allez. Moi, je vous propose d'enchaîner. Alors, c'est une petite correction par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Alors, on a parlé de la capitalisation boursière de Microsoft qui dépassait les 1000 milliards de dollars. Et je crois que j'ai dit qu'ils avaient dépassé le milliard de dollars. Non, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé le milliard de dollars. Donc, ce sont les 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas comment ils disent, le billion, les Anglais, ou le trillion. Enfin, bref. Vu qu'on ne dit pas pareil en français et en anglais, je me suis... Voilà, c'est les 1000 milliards de capitalisation boursière qu'ils ont dépassé. Voilà. Je pense. Voilà, allez, passons. Cette fois-ci, oui, on va continuer avec Microsoft toujours et des histoires de gros sous. Je vous en avais parlé aussi la semaine dernière. Microsoft avait demandé à payer plus d'impôts. Ou il y a 2 semaines. Microsoft demandait à payer... Pareil, j'ai appelé, je veux payer plus d'impôts, je veux payer plus. Ouais. Non. Mais alors... Je pense que c'est de la politique, c'est de la communication, mais en tout cas, les effets je pense que c'est plutôt quand même sympa pour les gens. Microsoft a demandé à ce que les entreprises des nouvelles technologies qui ont plus de 100 millions de dollars alors je ne sais pas si c'est de recettes ou de bénéfices, soient imposés à plus 63% par rapport à ce qu'ils faisaient déjà actuellement. Et donc, c'est le cas, par exemple, de Microsoft, c'est le cas de Amazon, et qui devrait donc fournir plus d'argent. Et cet argent sera à destination de tout ce qui est éducation, notamment des personnes à revenus modestes, soit pauvres ou de revenus moyens. Et bon, c'est quand même plutôt louable de la part de ces entreprises d'avoir cette vision quand même un petit peu philanthropique quelque part. Bon, ils placent aussi leur nom, oui. C'est une manière de faire de la publicité. Peu importe, c'est super bien. Mais voilà, quoi. Je trouve ça quand même louable de leur part. Vraiment positif, ça. Voilà. Tout le monde pourrait être et puis voilà, ça c'était la partie Microsoft. On va passer à la partie Xbox et la partie jeu. Ça nous fait un petit épisode ce soir, Christophe. Pour vous annoncer qu'on arrive au mois de mai, on est le 2 mai aujourd'hui, et les nouveaux jeux sont de sortie sur le Xbox Live. Alors, sur le Live Gold de mai, vous avez 4 jeux qui arrivent cette fois-ci. Le premier, c'est Earth Defense Force, qui sera disponible du 1er au 15 mai. Vous avez Marooners, qui sera disponible du 1er mai jusqu'au 31 mai, Comic Jumper qui lui sera disponible du 16 mai au 31 mai, et enfin le plus gros jeu finalement je pense c'est The Golf Club 2019 qui lui sera disponible du 16 mai jusqu'au 15 juin. Voilà, donc vous avez 2 jeux Xbox 360 et 2 jeux Xbox One qui sont gratuits pour les abonnés Xbox Live Gold, donc n'hésitez pas à le faire. Je crois que c'est le jeu de golf quand même qui représente quasiment 50 € à l'achat, donc c'est pas mal de pouvoir le récupérer gratuitement si on est intéressé par ce genre de jeu. Moi je sais que je vais pas en prendre ce mois-ci, mais n'hésitez pas à le faire si vous êtes intéressé. Christophe, toi, il y a un truc que tu vas prendre? J'en prends aucun, j'oublie. Franchement, après, j'ai pas le temps de jouer, j'ai plus le temps, j'ai encore Assassin's Creed à finir, j'ai pas eu le temps, là, le dernier, là. Mais je l'ai pas ouvert depuis 6 mois. J'ose même pas ouvrir ma Xbox parce que, à mon avis, je vais avoir 25 gigas de mise à jour. Donc, tu devrais la laisser allumer.
Mais là, The Golf Club, Clun, je vais le mettre dans mon Club, calendrier. j'ai oublié le B. Oui, tout de suite. Je vais le mettre tout de suite parce que je veux pas le louper. Mais sinon, en tout et pour tout, depuis que j'ai un Gold Live, sincèrement, j'ai dû télécharger 2 jeux gratuitement. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, allez. On Ça enchaîne. Alors, on va quitter le Live Gold pour passer au Game Pass. Alors, vous savez que le Game Pass, bon, c'est toute cette bibliothèque de jeux auxquels vous avez droit si vous êtes abonné. Là, ce mois-ci, ce sont 8 jeux qui arrivent. Alors, il y a un gros jeu, c'est Wolfenstein 2, The New Colossus, qui lui arrive aujourd'hui, le 2 mai. Le jeu se passe dans l'Amérique qui a été vaincue par les nazis, donc ça peut faire penser à The Man in the High Castle. Et vous allez incarner un soldat qui va s'attaquer à toute la hiérarchie nazie pour essayer de tous les tuer. Donc pour cela, vous pouvez recruter du monde et puis à vous de batailler. C'est celui qui me semble le jeu le plus intéressant. Après, vous avez Wargroove, qui est un petit jeu de duel. Vous avez Surviving Mars. Alors peut-être qu'il pourrait te plaire, Christophe. C'est un petit jeu, tu vas arriver sur Mars et tu vas devoir coloniser la planète pour y installer ta ville. Et tu vas devoir arriver à survivre. Tu es en train de me faire penser, ça me fait penser à Dune. Là, j'ai une image de mon jeu de Dune quand j'étais sur Amiga. Alors ça fait penser à Dune, moi ça me fait penser... Mais Dune, Amiga, c'était pas le même. Populous, après peut-être, si tu as connu Populous, c'était sur quoi? Sur Mega Drive? Non, il y avait aussi sur Amiga. Ouais, voilà. Bref, moi j'y jouais sur console. Ce genre de jeu, moi je me dis ça peut être sympa quand même. Ensuite, il y a Tacoma, un jeu d'enquête dans un vaisseau spatial en 2088. Il y a de la 3D et compagnie. Je sais pas, moi ça me botte pas du tout, mais pourquoi pas. Black Desert, c'est un MMORPG dans un univers fantasy. For the King, c'est un RPG stratégique, un mélange de civilisation pour les déplacements et de Final Fantasy pour les combats au tour par tour. Voilà. Et l'avant-dernier, c'est The Surge. C'est le premier, vous êtes dans votre premier jour de travail, vous vous faites assommer, vous vous réveillez, tout a été plus ou moins détruit autour de vous, et vous allez devoir prendre une armure, un exosquelette, et vous allez devoir dégommer tout le monde pour réussir à survivre. Voilà. C'est l'histoire de Flobo, ça? C'est l'histoire de Flobo, tout à fait, dans son nouveau boulot. Premier jour de travail, il y a tout dégommé le lendemain. C'est ça. Et puis le dernier jeu, c'est Lego Batman 3, tout simplement, qui arrive. Donc ça, c'est quand même une valeur sûre. Et puis, si vous avez des enfants, je pense que c'est le jeu que vous pouvez leur prendre. Ça leur fera plaisir. Mais en tout cas, je sais que j'en ai un à la maison qui demande que ça. Voilà. Bon, écoutez, là-dessus, on a fini pour les jeux. Christophe, si je te parle d'adaptateurs pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, tu me dis quoi? J'ai cru entendre dans un titre qui est là sur le document que Microsoft il va mettre des adaptateurs pour les vétérans de la guerre. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont eu un handicap au niveau de la guerre, Microsoft il va les adapter, c'est ça? Je comprends rien du tout. Non, en fait, de ce que j'ai compris, c'est que Microsoft va proposer ces nouveaux pads là, vous savez, les gros pads avec la croix directionnelle, les boutons. Ça c'est pour les handicapés. Voilà, mais ces pads-là vont servir à travailler la rééducation. D'accord? Que ce soit pour la dextérité, la coordination oculomotrice, ce genre de choses, ça va servir à travailler la rééducation tout simplement. Comme on pouvait avoir la Wii à l'époque quand elle est sortie, qui pouvait servir pour travailler le geste, le déplacement, voilà, ça pouvait servir à travailler au niveau psychomoteur. Et bien là, le nouveau gamepad adapté de Microsoft va pouvoir servir aussi pour toutes ces situations, notamment à destination des militaires US. Je voudrais bien qu'il me sorte tu sais, sur la Wii, là, tu m'as fait penser à la Wii, le paddle qu'il y avait au pied, là, c'était génial, ça. Ah oui, la balance board. Ouais. On aurait ça, en fait. Ça pourrait être pas mal aussi. Ah ouais. Voilà. Allez, donc on va continuer. Il nous reste 2-3 news Xbox. 2 news Xbox. Alors, vous attendiez peut-être le Halo Master Chief Collection. Eh bien, il faudra l'attendre encore un petit peu. Il devait sortir ce mois-ci. Il n'est pas fini. Microsoft a communiqué disant qu'ils allaient finir de le peaufiner avant de le faire sortir. Donc, allez, je pense que d'ici un mois et demi, ça devrait être bon pour pouvoir jouer à Halo Master Chief Collection. Et puis, dernière news. J'ai jamais fait le scénario les Halo encore. Tu pourras essayer. Il y a tout depuis le début? Moi, j'en ai un Halo sur Xbox, première du nom. J'ai le premier Halo. Non, je parlais de la collection, elle comprend tous les jeux? Je crois. Il me semble qu'il y a tout. Ça peut être tout quasiment.
Voilà. Bon, la dernière news, c'est à propos du xCloud. Vous savez, le xCloud, c'est le jeu en streaming par Microsoft. Jusqu'à présent, les développeurs qui travaillaient là-dessus étaient limités. Ils ne pouvaient utiliser le xCloud que dans un domaine particulier, sûrement chez Microsoft, avec des machines particulières. Ils n'avaient pas le droit de l'amener à la maison. Pour un jeu qui se joue en streaming qu'on peut avoir chez soi, c'est assez dommage. Eh bien, à partir de ces jours-ci, les employés de Microsoft ont le droit, sur leurs appareils, d'utiliser le xCloud pour le test. Donc, ils peuvent l'utiliser en public, les gens peuvent regarder, voilà comment ça marche. Donc ça y est, c'est une sortie de la version vraiment très fermée du xCloud, et Phil Spencer a annoncé que le xCloud serait en bêta, serait en test pour les utilisateurs plus tard dans l'année. Donc à voir, peut-être il va falloir attendre le 3 pour avoir d'autres informations, mais normalement d'ici à Noël, on devrait pouvoir tester le xCloud pour les amateurs de jeux en streaming, en tout cas ceux qui ont une connexion suffisante. Christophe, c'est pas pour toi. Hein. Non. En Non. effet. Pas pour toi. Bientôt. Non, j'en veux pas, non. Bon. Il n'est pas intéressé, il préfère avoir les jeux sur sa machine, chez moi lui, aussi. tranquille. Bah, Voilà. Moi aussi, je suis pas fan du streaming. Même pour les jeux, pour les films, pour tout. Même pour la musique, j'aime pas streamer. J'aime pas le principe de pas avoir quelque chose. c'est Ok. ça. Ouais, tu vas tendre à mourir comme moi. Hein. Tout va être fait pour plus que nous aimions. Hein. Eh oui. Bon, allez, dernière news, celle-là, Flobo, elle est pour toi. C'est vraiment ton dada de ces temps-ci. Ouais, je l'ai ajouté. Allez, Ça, tu c'est vas la nous parler grosse d'Icon. news, ça. C'est la, C'est news la de grosse semaine. news. La news de la semaine. Et oui, oui. La semaine dernière, je disais que tous les services Microsoft ont maintenant leur nouvelle icône, sauf un. Il restait que Skype. Et là, ce matin, surprise, mise à jour en Insider, ça y est. La nouvelle icône Fluent Design pour Skype est arrivée. C'est fantastique. Vous imaginez, c'est la première fois que Skype change de logo depuis le rachat de Microsoft. Hein, quand même. C'est quand même. C'est que pour toi. Ouais, c'est que pour Flobo. Non, sinon, apparemment, deuxième mini news logo. Sur la version web de calendrier, il y a aussi dans Outlook calendrier, il y a aussi une nouvelle version Fluent Design du logo. Donc voilà. Je crois que maintenant, ça y est, tous les services Microsoft ont leur nouvelle icône Fluent Design, au moins en bêta quelque part. Donc, D'accord. tout est à jour. Magnifique. Ok. Merci beaucoup, Flobo. Bon, ben en tout cas, je vous remercie, toi, Christophe, et toi, Florian, d'avoir été présents ce soir. Chers amis auditeurs, spectateurs, n'hésitez pas sur YouTube à appuyer en bas sur le petit pouce pour nous mettre un petit pouce bleu en l'air. N'hésitez pas aussi, ça nous fait très plaisir, puis ça fait un petit peu connaître le podcast en vidéo. Mettez un petit commentaire, voilà, dites ce que vous avez aimé, pas aimé, bref, ce que vous voudriez avoir. Mais laissez-nous un petit mot, voilà, ça fait plaisir, et puis ça permet d'être un peu plus connu, d'avoir un peu plus de visibilité. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour l'épisode 151. Ça sera normalement jeudi 9 mai 2019. Allez, merci Christophe, merci Florian et au revoir à vous deux. Salut. Salut.